Alors, retour, toute la vérité avec le docteur Malick Diop. Docteur en pharmacie, on parlait d'un domaine que vous apparemment aimez bien, celui de la vaccination. On était à 2 phases avant la coupure. Maintenant, expliquez-nous pour cette 3e phase, puisque, alors moi, Sénégalais, je reçois mon vaccin. Comment est-ce que cela doit-il se faire? Quel est le processus avant même qu'il y ait le vaccin au Sénégal? Alors, on est, comme j'ai dit, à la phase préclinique, où on utilise in vitro, en laboratoire. Et également, on utilise le vaccin, on essaie le vaccin chez l'animal. Après, on passe à l'homme, la phase clinique. Peu de patients d'abord, où on vérifie l'innocuité. Est-ce que le vaccin crée des effets secondaires qui sont graves pour les populations? C'est la phase 2A. La phase 2B, c'est la phase d'immunogénicité. Quelle est aujourd'hui la réaction du système immunitaire? Et là, on passe à beaucoup plus de patients qu'avant. Et maintenant, l'échantillonnage est beaucoup plus grand. Exactement. Et 3, on passe à la phase 3C. C'est quoi? Il s'agit de ce qu'on appelle preuve de concept. Où est-ce qu'on doit injecter? Est-ce que, par exemple, là, pour le vaccin ARN, c'est intramusculaire deltoïde. Où injecter? Quelle dose injecter? Également, injecter combien de fois? Est-ce que c'est une première dose? Après la seconde dose, est-ce que ce sera dans 3 semaines, etc. Dès qu'on termine la phase 2, on a tous les éléments de résultats qui nous permettent de passer à la phase 3, qui dure en moyenne 2 à 5 ans. Pourquoi ça dure 2 à 5 ans? Parce que quand on a en général des recherches vaccinales, on n'a pas assez de moyens et à un moment donné, on n'a pas assez de volontaires pour avoir ces types d'injections. Ici, ce n'est pas le cas. On est dans une cadre d'une pandémie, c'est des millions et des millions de personnes qui sont infectées. On n'a pas ce problème de volontaires. Donc, au lieu de faire 2 à 5 ans, 1 à 2 mois permettent aujourd'hui de faire la phase 3. Certains disent, je ne vous coupe pas docteur, que finalement, contrairement à ce que se faisait il y a quelques années, aujourd'hui les cobayes, ce sont les Européens, ce sont les Américains. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme de cobaye par rapport à ces vaccins, puisqu'ils sont d'abord les premiers à recevoir ces doses de vaccins? Alors, il faut faire attention. Cobaye, c'est la phase préclinique. C'est les souris et les cobayes, ce n'est pas des humains. Donc, c'est pour ça qu'on dit phase, les essais précliniques. Les essais cliniques, c'est des humains, c'est des volontaires. Et aujourd'hui, imaginez, un pays comme la Chine, je donne un exemple. Un pays comme la Chine vous dit, je vais faire des essais de phase 3. Mais ils n'ont plus de patients, parce qu'il y a quasiment plus de patients qui ont atteints du corona. Donc, si vous injectez le vaccin à des Chinois, ça n'aura pas de valeur parce qu'il n'y aura pas de contact avec des patients qui sont infectés. Donc, il faut aller vers d'autres lieux. Si aujourd'hui, vous travaillez sur le paludisme, phase 3, vous êtes obligé d'aller chez les Africains ou chez les Sud-Américains. Parce que si vous allez en Europe, ça ne servira pas à grand-chose. C'est comme ça que ça se passe. Si aujourd'hui, vous êtes je donne par exemple l'exemple de la méningite. Le méningocoque AC, il est au niveau africain. B, il est au niveau européen. Quand vous faites des vaccins pour trouver, pour essayer de phase clinique, phase 3, pour le méningocoque B, vous allez en Europe pour trouver des volontaires. Si c'est ASC, vous allez en Afrique pour trouver des volontaires. C'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, effectivement, il y a plus de volontaires en Europe, aux États-Unis qu'en Afrique. C'est ça la réalité des faits. Tout simplement parce qu'ils sont plus infectés que nous. Mais ne soyons pas aujourd'hui dupes. La contagiosité et le taux de létalité est plus important aujourd'hui, actuellement, en Afrique, pour cette seconde phase, qu'en Europe. C'est un peu ce qu'on remarque. Voilà, donc nous, on va aller vers ça. Très récemment, on a parlé de 2,5% de taux de létalité, supérieur à ces 2,1 ou 2,2. Qui sont à 2,2 de l'autre côté. Donc on va y arriver. Donc il faut savoir que nous sommes tous concernés. Et maintenant, comme j'ai dit, il est important de savoir que nous avons des populations vulnérables. Les plus de 60 ans,
vous avez le corps médical, vous avez également les forces de défense et de sécurité, vous avez celles et ceux qui ont des comorbidités. Il y en a plein au Sénégal. Vous parlez là des priorités, des priorités. En tout cas la phase, ou en tout cas le protocole. On a dépassé la phase 3 pour beaucoup de vaccins. Parce qu'après la phase 3, on a la phase 4. Beaucoup ne connaissent même pas la phase 4. C'est la phase de pharmacovigilance. Cette phase de pharmacovigilance, on y est pour tous les vaccins dont on parle. Et d'ailleurs, on va parler de ces vaccins d'ailleurs. C'est le suivi en fait. C'est la pharmacovigilance, c'est là où les comités qui ont en charge aujourd'hui de la pharmacovigilance suivent les vaccins injectés et dès qu'il y a un effet secondaire, on a un retour, un feedback à la pharmacovigilance. On y est là. Oui, docteur Malick Diop, vous êtes docteur en pharmacie, spécialisé en industrie pharmaceutique, recherche pharmaceutique, vaccination, fabrication de médicaments, biologie moléculaire, génie génétique. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais qui sont peut-être à Kersong pour titiller un peu mon ami El Hadj Mouhamadou Mansour Diop demandent mais pourquoi est-ce que les Africains ne vont pas vers ce qu'on appelle le traditionnel avec les plantes de tout temps. En France, c'était le robunim, comme on dit, c'était etc. etc. Qu'est-ce qui empêche, surtout pour ceux qui ne connaissent pas les vaccins, d'aller vers une pharmacopée dite traditionnelle? Oui, on va revenir sur la pharmacopée traditionnelle. Après, on va parler aussi des vaccins, ce qui se fait dans la recherche. Parce que, comme j'ai dit, quand on met 10 milliards de dollars pour la recherche, ce n'est pas les mêmes moyens qu'on met dans nos pays. La pharmacopée traditionnelle, c'est bien. Moi, je suis pour aujourd'hui que l'on puisse trouver des molécules issues de la pharmacopée traditionnelle. Hein. Mais bon, quand on n'a pas... Madagascar avancer un peu sur des produits issus peut-être... Non, c'est vous qui dites avancer. Non, attention. Non, ils avancent, je veux dire, ils avancent comme théorème qu'ils ont une pharmacopée qui permet de... Sans aucune preuve. Sans aucune preuve. Vous parlez de l'artémisia. Sur l'artémisia, c'est une sesquiterpène lactone. À l'intérieur, vous avez des terpénoïdes, vous avez surtout l'artémisinine. Mais sachez que l'artémisinine, on l'utilise depuis longtemps dans le traitement du paludisme, pas la prophylaxie. Parce que moi, j'ai vu quelque chose qui n'a aucun sens, où on a un pays, enfin, où on fait de la prévention avec l'artémisinine, l'artémisia. Ça n'a pas de sens. Vous savez, ce qu'il faut savoir. Comme j'ai dit, c'est un domaine où il faut être précis. C'est l'obligation de résultat. L'artémisinine, il y a ce qu'on appelle la demi-vie de l'artémisinine. C'est 6 heures, demi-vie. C'est-à-dire c'est 6 heures, efficace pendant 6 heures à l'intérieur de l'organisme. La demi-vie de l'hydroxychloroquine, ou de la chloroquine phosphate surtout, qui faisait la nivaquine, c'est 1 mois. C'est pour ça qu'on utilisait la nivaquine en prophylaxie du paludisme. Mais aujourd'hui, on ne peut pas... Oui, hydroxychloroquine comme anti-inflammatoire pour le traitement du professeur Raoul, du docteur Charsonga. Oui, il y a une petite différence. La nivaquine, c'est la chloroquine phosphate. Nous, on l'utilisait, moi je me rappelle quand j'étais en production au laboratoire CIPOA, on produisait la chloroquine phosphate. Pourquoi? Pour traiter le paludisme et pour faire la prophylaxie du paludisme. Il y a eu une molécule 3 fois moins toxique, c'est l'hydroxychloroquine, qu'on utilise surtout pour le traitement du lupus érythémateux, les maladies auto-immunes. Parce que c'est l'activité anti-inflammatoire qu'on cherche. Et c'est cette activité anti-inflammatoire que Raoul utilise pour le traitement du SARS-CoV. Et d'autres, aujourd'hui, à un stade plus éloigné, utilisent même des anti-inflammatoires stéroïdiens pour traiter le virus. Mais je reviens à l'artémisinine. C'est important qu'on en parle. La demi-vie ne permet pas de l'utiliser en prophylaxie. C'est pour ça que sur certaines molécules que je ne citerai pas, qu'on utilise dans le traitement du paludisme, on l'utilise dans le traitement des paludismes graves et des paludismes qui sont résistants à ce qu'on appelle l'aminocatchiloléine, qui est une partie de la chloroquine. Et quand le palu est résistant, on l'utilise donc à ce niveau-là, mais pas en prophylaxie. Donc, ne vous fiez pas à ce qu'on dit, il faut parler quand même aux spécialistes,
quand on parle de molécules, quand on parle de certains produits. Parce que quoi qu'on dise, même dans le cadre de la pharmacopée traditionnelle, c'est les molécules. Il y a beaucoup de médicaments aujourd'hui qui sont issus de la pharmacopée traditionnelle et qui ont été transformés en molécules qui sont utilisées comme des médicaments. Maintenant, je reviens... je peux revenir maintenant au vaccin. Le vaccin. Alors, plusieurs options pour le Sénégal. On sait qu'il est également dans l'initiative COVAX avec l'OMS. Plusieurs pharmacies ou industries pharmaceutiques, on parle d'AstraZeneca, Pfizer et BioNTech, de la Chine, Sinopharm, de Sputnik 5, des Russes, etc. Quelle option pour le Sénégal? Alors, je reviens sur le principe de la vaccination. Comme ça, tout le monde va comprendre et ça va être simple. Le vaccin, c'est différent des médicaments classiques qu'on utilise en général. Très souvent, quand quelqu'un est malade, on lui donne un médicament, on le traite. Ici, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de prendre en général un antigène, à savoir quelque chose qui ressemble en tout cas à l'agent infectieux. On le met à l'intérieur de l'organisme pour faire réagir le système immunitaire. De deux manières. Un, le système immunitaire reconnaît l'agent. Deuxièmement, il se prépare à attaquer l'agent. C'est ça le principe de la vaccination. Quel que soit maintenant le type de vaccin, c'est ça le principe. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait? Vous savez, le génie génétique, bon, nous, on a commencé le génie génétique, 4e année, 5e année, donc c'était à la fin des années 90. Mais là, depuis 60 ans, depuis 1990, dans le cadre du génie génétique, il y a les travaux même sur l'ARN avaient démarré. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le vaccin en soi est nouveau, mais les travaux avaient démarré depuis longtemps. Moi, je me rappelle, nous, quand on faisait génie génétique, on avait un problème, c'est que l'ARN messager, l'ARN en soi est très fragile. Donc, on avait un problème du passage du muscle aux cellules présentatrices d'antigènes. Et c'est en ce moment qu'on parlait déjà de nanoparticules qui devaient couvrir l'ARN pour arriver au niveau des cellules. Je vous donne maintenant les éléments qu'on a comme vaccin. Pour vous montrer déjà que quand même, avec aujourd'hui le système d'avancement qu'on a et les systèmes de régulation, on a la possibilité d'avoir de la sécurité dans ces différents vaccins. On peut se fier au vaccin finalement. Fondamentalement, on peut se fier au vaccin. En tout cas, nous, dans le domaine dans lequel nous sommes. Un, vous avez les vaccins inactivés. C'est Sinopharm qui le fait et d'autres. Sinopharm, que fait Sinopharm? Sinopharm, les Chinois. Hein? C'est les Chinois. Efficacité, 79%. Ça veut dire que sur 100 patients auxquels on a injecté lors de la phase 3, auxquels on a injecté des vaccins, on s'est rendu compte que 79 ont eu une réaction immunitaire qui permet de neutraliser le virus. C'est pas mal. Il y a d'autres vaccins, c'est 25%, d'autres c'est 50%, etc. 79, c'est beaucoup. Pour Sinopharm. Pour Sinopharm. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent déjà au niveau in vitro le virus qu'ils inactivent par des réactions chimiques. Après, ils font des premiers traitements. Culture cellulaire. Maintenant, ils injectent le virus chez le patient. Et le virus va vers ce qu'on appelle le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est des lymphocytes. Lymphocytes T, CD4 et CD8. CD4 et CD8 reconnaissent le virus. Dès qu'ils reconnaissent le virus, ils créent ce qu'on appelle des lymphocytes mémoire. C'est pour la mémoire immunitaire qu'ils vont reconnaître. Et ils créent des lymphocytes cytotoxiques qui vont attaquer au virus quand il va rentrer. Ça, c'est les Chinois. On est d'accord? D'accord. Maintenant, on passe... Alors, avant de passer à d'autres, les Chinois avec Sinopharm, 70-79%, oui. Mais également la conservation qui est peut-être entre 0, 2 jusqu'à moins 2 degrés. Oui, c'est des conservations qui se font à des conditions qui sont qu'on a dans nos pays. En Afrique, qu'on a au Sénégal. Effectivement, c'est moins de 8 degrés. C'est des températures négatives, mais
quand même, c'est moins 2, moins 8 degrés. Il n'y a pas trop de problème donc, à ce niveau, pour Sinopharm. On va passer maintenant au vaccin. Tout le monde en parle. Mais comme j'ai dit... AstraZeneca ou Pfizer. Bon, on peut parler de Pfizer, BioNTech et Moderna. Après, on parle de AstraZeneca. Et Sputnik 5 aussi. Et Sputnik 5, voilà. Comme ça, je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors, si on prend Moderna, Moderna, c'est des Américains. BioNTech et Pfizer, c'est des Germaniques, enfin des Allemands, et des Américains. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'ARN messager. Et ça, il faut que les spécialistes le sachent. Il y a une culture in vitro. Parce que quand on connaît la séquence, avec les acides aminés protéiques, qui permettent d'avoir ce qu'on appelle la protéine spike, la protéine dont je parlais tout à l'heure, qui est la clé qui va vers des cibles. Quand on connaît cette séquence, on peut partir de l'ADN in vitro, je dis bien, en laboratoire, on transforme par transcription l'ADN en ARN. Et c'est cet ARN messager qu'on prend, qu'on injecte, qu'on recouvre par une nanoparticule, qui est une particule lipidique. Cette particule lipidique, pour la conserver, il faut moins 70 degrés ou moins 20 degrés. Moins 80, entre moins 70, moins 80 et moins 20. L'un pour Moderna, l'autre pour Pfizer-BioNTech, qui est à moins 70, moins 80. On est d'accord? Et cette particule lipidique-là, quand on injecte au niveau musculaire, deltoïde, c'est cette particule lipidique qui permet à l'ARN d'arriver au niveau des cellules qui sont des cellules présentatrices d'antigènes. Quelles sont les cellules? C'est les lymphocytes, c'est les monocytes, c'est les cellules dendritiques qui sont des cellules aujourd'hui, c'est des plasmocytes aussi, qui sont des cellules qui vont produire au niveau du cytoplasme, je dis bien, pas au niveau du noyau, parce que l'ARN messager n'arrive pas au niveau du noyau. Pour ceux qui parlent de la théorie du complot, changement génétique, etc. Parce que quand on arrive au niveau du noyau, peut-être à ce niveau-là, on peut parler de transcription. Et même, il n'y a pas de transcriptase qui permet la transcription parce que c'est fait in vitro. Donc on arrive au niveau du cytoplasme. Et là, on a ce qu'on appelle les ribosomes. C'est une machinerie qui a tout ce qu'il faut pour décoder le message et pour créer des protéines au niveau de ces cellules-là. Et ces cellules ont des plateaux qu'on appelle complexe majeur d'histocompatibilité. La protéine spike est posée sur le plateau et est présentée au système immunitaire. Qui fabrique défense pour... le système immunitaire, c'est CD4, CD8. CD4 va fabriquer les lymphocytes cytotoxiques et va également fabriquer les cellules mémoire. Donc, dès qu'il y aura une autre infection, c'est ceux-là qui vont réagir. Moderna, CD8, la même chose. Pfizer. Ça, c'est Moderna et Pfizer. Moderna, qui, je le rappelle, les Allemands ont décidé de suspendre BioNTech. Moderna, pour notamment les vieilles personnes, parce qu'on s'est rendu compte finalement qu'il y a eu peut-être un peu trop d'effets secondaires. En tout cas, c'est très récent. Oui, vous savez aujourd'hui, sur les études de phase 3, sachez que les études de phase 3 ont traité beaucoup de patients, mais qui n'ont pas dépassé 65 ans. Donc, c'est sur la base de pharmacovigilance qu'il y a eu des injections à des personnes qui ont dépassé 65 ans. Et c'est ces résultats-là qui ont permis de dire que pour certaines personnes, il y a eu des effets secondaires. Je reviens sur le vaccin de AstraZeneca. Alors ça, c'est des... AstraZeneca, aujourd'hui, je le rappelle peut-être pour l'information, que l'Union européenne, les Européens demandent toujours au laboratoire de fournir un maximum de doses. Finalement, AstraZeneca, qui est à 20% de fourniture de doses du vaccin à l'Union européenne, alors pour l'Afrique, on va sûrement devoir attendre. Oui, bon déjà, vous savez que pour AstraZeneca, on est à peu près à 59-60% d'efficacité. Malgré ça, il y a une demande très forte. En plus de cela, AstraZeneca, c'est le vecteur viral. Vous savez, le vecteur viral, de quoi s'agit-il? Au lieu de faire une injection
et de prendre l'ARN messager qui va aller là-bas, ou bien d'inactiver le virus, on prend un autre virus qui n'est pas le virus qui n'est pas SARS-CoV. Du Covid-19. On fait tout pour qu'il ne soit plus infectieux pour l'humain, qu'il reste répliquant. C'est un virus répliquant, c'est-à-dire qu'il peut se multiplier, parce que c'est cette multiplication qui permet de le mettre à la disposition des cellules présentatrices d'antigènes. Et on l'amène au niveau maintenant du système immunitaire. Donc c'est un vecteur viral, c'est un autre virus qui amène le virus de SARS-CoV inactivé pour l'amener au niveau du système. De préparer des défenses. Pour que le système de défense puisse réagir. C'est la même chose que Sputnik, parce que vous avez demandé Sputnik 5 utilisé, on a vu le président c'est le vecteur viral. Guinéen prendre Sputnik 5. C'est le vecteur viral. Alors, donc, quels sont les résultats? Aujourd'hui, comme j'ai dit, dans notre milieu, il est important de savoir aujourd'hui que c'est les avancées technologiques. Avant Internet, les gens étaient dans... Voilà, on envoyait des courriers par la poste qui faisait du temps. etc. Le téléphone, il fallait attendre le téléphone chez soi. Aujourd'hui, on a le téléphone via Internet. Génie génétique, c'est ça aujourd'hui. On a dépassé ces temps qui permettaient, les recherches qui permettaient de perdre du temps. Ce qu'on dit techniquement, c'est des prises en charge, je dis, non seulement de l'efficacité, parce que quand on arrive à la phase 3 du virus, c'est des essais cliniques. La phase 3, c'est l'efficacité, tolérance. Ah oui, c'est efficacité, tolérance. Est-ce qu'il y a une réaction immunitaire? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Mais aujourd'hui, en termes d'efficacité, tolérance, les vaccins qui sont issus du génie génétique n'ont absolument rien à voir avec les anciens vaccins. Le docteur Malick Diop dit aux Sénégalais, grosso modo et en résumé, n'ayez pas peur du vaccin. Non, moi je dis que moi, je n'ai pas peur. Il faut être clair. Moi, je n'ai pas peur du vaccin, parce que je connais ce que j'ai appris, premièrement. Deuxièmement, je peux me vacciner et vacciner mes amis et toute ma famille. Je ne dis pas aux gens, vaccinez-vous. Parce que la vaccination, elle est volontaire. Je donne les informations qu'il faut. Et pourquoi je parle technique? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent techniques, alors qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Alors, donc, comment il est faire important de sorte que, comme Malick Diop qui dit qu'il peut se faire vacciner si le vaccin est là, sa famille, ses proches, pour que moi, un Birahim Touré ou un Baba Dia ou Ibra Fall puisse dire également, écoutez, j'ai suivi le docteur Malick Diop, n'ayez pas peur, le vaccin, l'avancée technologique ou les avancées sur le plan pharmaceutique nous permettent de nous faire vacciner, puisqu'on se fait vacciner depuis qu'on est gamin, entre guillemets. Oui, et avec parfois des effets secondaires qu'on retrouve, voilà, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Mais comme j'ai dit, bon, par exemple, là, on parle de quelques effets secondaires avec un échantillonnage très, très important de volontaires. Donc, je crois que quand même, c'est assez rassurant. Et en plus, comme j'ai dit, nous, quand nous parlons technique, on parle de choses très, très précises. C'est-à-dire là, je donne des éléments précis et que chacun peut aller vérifier là où il doit aller voir au niveau des laboratoires, aller voir la bonne information, pas les gens qui font des audios, des vidéos sur le net. Il y a beaucoup d'anti-vaccins. Il y a les anti-vaccins, il y a la théorie du complot, etc. J'ai entendu une fois un médecin parler de nanoparticules avec des puces qu'on va mettre à l'intérieur des humains. Mais les nanoparticules, les contrôler ou les suivre. Mais c'est très grave. Ça veut dire qu'on ne connaît même pas les nanoparticules. Alors que les nanoparticules, c'est des particules lipidiques qui sont là pour faciliter
le transfert de l'ARN messager des cellules musculaires deltoïdes vers les cellules présentatrices d'antigènes. Et arrivé là-bas, comment ça se passe? Les nanoparticules vont se fixer sur la membrane plasmique et se fondre à l'intérieur de la membrane plasmique. L'ARN messager rentre maintenant au niveau du cytoplasme. Ce que je dis là, c'est technique, c'est précis. Quelqu'un qui veut rechercher, ben, il n'a qu'à aller rechercher. Il n'y a pas de possibilité de sortir de cela. C'est ça la vérité. Maintenant, est-ce que sur le plan technique, aujourd'hui, on a pour rassurer en disant qu'il n'y aura jamais d'effet secondaire? Non. Ça, je peux rassurer personne pour dire qu'il n'y aura pas d'effet secondaire. Alors, avec l'eau, on peut avoir de l'effet secondaire. Avec les médicaments, ben, il y en a plein. Donc, il est normal que c'est des molécules, c'est des injections. Même au niveau du lieu d'injection, on peut avoir des effets secondaires, etc. Donc, et ça dépend également des personnes qui reçoivent ces vaccins. Exactement. Chacun avec un système immunitaire différent. Et ce que je voulais dire également, donc je pense qu'il y a un travail qui sera fait pour... sensibilisation surtout. De sensibilisation, c'est important. Et il y aura sûrement un travail qui sera fait pour maîtriser, nous, notre population, pour savoir quels sont ceux qui ont déjà des anticorps. Ça aussi, c'est important. Il faudrait également que la population sénégalaise, c'est-à-dire notre système immunitaire, parce que la vaccination permet d'avoir ce qu'on appelle de manière artificielle une immunité collective, de manière artificielle. C'est ça, le travail qu'on devra faire. Maintenant, parmi ceux qui seront vaccinés, il y aura ceux qui seront vaccinés, mais il y aura ceux qui auront déjà été en contact avec le virus. Ceux-là ont déjà une certaine immunité. Et je pense que ceux-là non plus ne sont pas prioritaires. Alors, donc tout ça, circulons ou en tout cas vivons avec le virus, sachant ou apprenons à vivre avec le virus, c'est surtout mieux vivre, bien vivre, mais surtout avec les gestes barrières d'abord, avant d'en arriver au vaccin finalement. Oui, je pense que les gestes barrières, c'est capital, les gestes barrières. Vous savez, c'est très simple. Le virus, à l'extérieur, le virus, ce n'est pas un être vivant. C'est une molécule protéique. Je l'ai dit, je l'ai répété. C'est une molécule protéique. Cette molécule protéique, c'est de l'ARN. C'est de l'ARN qui s'est exprimé. L'ARN s'est exprimé et a créé une molécule protéique. Maintenant, cette molécule protéique, à l'extérieur, ne peut pas se multiplier, ne peut pas se répliquer. Mais peut rester réplicable pendant 48 à 72 heures. C'est cette période-là qui est compliquée. Passe de la salive au fauteuil, au jean, etc., etc. Ou bien passe de la salive en postillon d'un individu à un autre. Il faut briser la chaîne finalement. Il faut briser la chaîne en portant les masques. En utilisant le gel hydroalcoolique. Il est fragile, donc il ne va pas résister au gel hydroalcoolique. Et c'est fini. On ne se retrouve pas. On n'a pas des regroupements qui ne servent à rien. Mais ça règle le problème. Pourquoi aujourd'hui les Sénégalais continuent à boire le thé de la même manière? Imaginez le thé qu'on boit. Les grands places, etc. Non, Birahim, imagine le thé. Le thé qu'on boit. Moi, si j'ai le virus, je bois du thé. Même si on lave la tasse sans utiliser du savon ou de l'eau de javel, vous reprenez la même tasse, vous buvez au même endroit où j'avais bu, je vous donne le virus. Et tout le monde prend le thé ensemble au Sénégal. Et on continue à le faire. Le café, etc. Donc c'est des petits détails qu'il faut régler. L'exception sénégalaise. Malheureusement, le temps qui nous est imparti aujourd'hui, on a vraiment beaucoup appris avec le docteur Malick Diop. On va se limiter à ce qu'on a appris aujourd'hui et surtout à ces professionnels ou à ces scientifiques, ils sont 16 millions au Sénégal. Retenez la leçon du docteur Malick Diop qui est docteur en pharmacie, spécialisé en industrie pharmaceutique
On aura peut-être sûrement une autre occasion de parler de l'industrie pharmaceutique au Sénégal, de parler de l'exportation, parce que je rappelle que vous êtes également directeur général de la CEPEX. Mais aujourd'hui, on a vraiment beaucoup appris, et c'est ça le plus important, de tout ce qui a trait à ce virus, et surtout, restez chez vous, gardez la distance, ne partagez pas le même thé, comme dit Dr Malick Diop. Merci à vous. Mais je vous remercie. Je lance juste un dernier message aux populations pour vous dire pas en soi de rester chez vous, mais surtout respecter les mesures barrières et surtout les informations qui passent sont des informations importantes. Moi, spécialisé en industrie pharmaceutique, je ne sais pas comment construire une maison. Je ne suis pas architecte. Je n'en parle pas. Aujourd'hui, spécifiquement dans le cadre du domaine médical, quand j'ai besoin de réanimation, je vais parler au professeur Omar Khan, qui est spécialisé en réanimation, où je l'écoute parce que c'est sa spécialité. Quand il parle de réanimation, c'est un sachant dans le domaine. Quand on parle aujourd'hui de construction de routes, il y a des ingénieurs des ponts et chaussées qui sont spécialisés dans le domaine. Même dans le domaine médical, dans chaque secteur d'activité, il y a des spécialistes. Il y a, exactement. etc. On a des soucis actuellement avec les sachants, entre guillemets, qui connaissent tout et qui parlent de tout. Quand je vois des gens parler de vaccination, je suis désolé, il y a les spécialistes en vaccination qui doivent parler de vaccination. Les spécialistes en virologie qui doivent parler de virus. Les spécialistes en biologie moléculaire qui doivent parler effectivement de toutes les nouveautés en biologie moléculaire et génie génétique, etc. Donc, voilà, les spécialistes en médicaments qui parlent de médicaments. Donc, il est important que la source soit claire, que les informations passent. Mais on ne peut pas ressortir de deux éléments importants. Le premier élément, respecter les mesures barrières, mettez de côté tous les éléments spectaculaires qui ne servent pas à grand-chose, superflus, et également, pensez à tout ce qu'on vous a dit sur la vaccination et pesez le pour et le contre. Merci, Dr Malick Diop. Savant, pas sachant, comme certains. Alors, à vous autres auditeurs de Zik FM et téléspectateurs de la Sen TV, espérons que vous avez beaucoup appris avec le Dr Malick Diop. Nous, en tout cas, c'est le cas. Et rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro et un nouvel invité.